Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 23 décembre et c'est bientôt Noël. C'est tout bientôt Noël. Et donc, comme le veut un peu la tradition sur YouTube, je voulais faire une vidéo bilan. J'en avais déjà fait une l'année dernière ou en début de cette année. Et donc voilà, on a passé la saison des Game Awards, tout le monde est en train de faire sa liste des jeux qu'il a préférés, etc. Et je voulais me livrer aussi à cet exercice parce que je trouve ça toujours intéressant. J'aime bien regarder les listes des gens que je suis, de mes amis, etc. Discuter de quels sont les jeux qui les ont les plus marqués. Parce que ça permet tout simplement de voir si jamais on a loupé des trucs, si on est d'accord, ça permet de discuter. Donc voilà, je vais vous partager mon top 10 de cette année 2024. Une année qui a été vraiment ultra riche en termes de bons jeux et surtout de RPG. Donc moi ça me fait plaisir, parce que ça fait partie du genre, d'un des genres que je préfère, donc qui me touche le plus particulièrement. Donc je suis très content de cette année. À titre personnel, je peux comprendre que peut-être d'autres personnes ont été déçues qu'il n'y ait pas un énorme jeu qui met d'accord tout le monde, comme ce fut le cas lors de l'année de Elden Ring, par exemple, de Breath of the Wild, de Red Dead Redemption, ce genre de grosses années. Mais je trouve que c'était, en fait, je trouve, à titre personnel, je trouve que c'était presque une année encore plus intéressante, puisqu'on a eu vraiment des jeux de fou. Et dans mon top 3, donc mon top 10, déjà, il y a évidemment que des bons jeux, enfin, en tout cas que des jeux que je vous recommande chaudement. Mais dans le top 3, honnêtement, franchement, en permanence, j'hésite. Ah, en fait, c'est celui-là que j'ai préféré, etc. Enfin, c'est vraiment que des jeux d'exception. Donc voilà, donc on va en parler ensemble. Je voulais, juste avant qu'on commence, vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo sur mon retour d'expérience sur la PlayStation 5 Pro. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'abonnements aussi, donc bienvenue, bienvenue. Je reste enfin, je reste une toute petite chaîne. Je suis quelqu'un, j'ai déjà pu l'expliquer précédemment, mais en gros, moi, je suis plus ou moins l'équivalent d'un commentaire Amazon. Voilà, mon avis n'engage que moi. Je suis pas journaliste. J'ai pas la prétention d'être influenceur ou quoi que ce soit. Je suis juste un joueur. Voilà, je suis passionné de jeux vidéo depuis des années et des années, depuis, on va dire, une trentaine d'années maintenant. Et voilà, tout ce que je veux, c'est juste partager quand j'ai l'occasion, voilà, soit de faire, d'échanger sur un retour sur un nouveau jeu, une édition collector, ce genre de truc. Ma chaîne n'a pas plus de prétention que ça. Donc voilà, j'espère que le contenu vous plaira. Et donc voilà, merci à tous d'avoir commenté. En particulier, si vous avez commenté, il y a eu beaucoup de personnes qui ont expliqué, même si elles n'étaient pas d'accord, qu'elles n'étaient pas intéressées par la PlayStation 5 Pro, mais qui ont donné des arguments tout à fait valables, qui s'entendent complètement. Donc voilà, vraiment, il y avait des retours de très bonne qualité, donc je vous en remercie. Et voilà, trêve de. Il me semble qu'on a tout couvert, on peut tout de suite attaquer. Juste avant de commencer sur le top 10, je voulais juste mentionner quelques jeux. Voilà, une année de jeux vidéo, c'est pas que des jeux d'exception, vraiment, mais c'est aussi des petits jeux. Alors, parfois des grands jeux auxquels on n'a pas eu beaucoup de temps pour jouer, mais aussi des plus petits jeux qu'on voulait mentionner. Alors moi, je voulais, cet été, en fait, pour le clin d'œil, je voulais mentionner vite fait, c'est pas du tout mon style de jeu, ça va pas être le genre de jeu que je vais poncer pendant des heures, mais j'ai passé beaucoup de bon temps sur Top Spin 2K 25, du coup. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour du jeu au niveau de son contenu solo, du mode carrière, il me semble, du mode de progression. En fait, moi, je vais vous avouer, en fait, je l'ai pris parce que c'était l'été, je savais que j'allais passer des vacances chez un ami et avec qui on aime bien d'habitude jouer à des jeux de sport. Et je sais qu'il est passionné de tennis. Et donc j'avais pris Top Spin pour qu'on puisse y jouer ensemble. Et on s'est vraiment beaucoup, beaucoup marré. Le gameplay est vraiment... Moi, Top Spin, en fait, je me souviens de Top Spin 2 sur Xbox, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais ado. Mais voilà, depuis, j'avais pas touché à un Top Spin. J'avais pas beaucoup touché à d'autres jeux de tennis.
Et donc c'était l'occasion d'y jouer. En fait, je le mentionne, voilà, c'est en souvenir des bonnes heures cet été passées à jouer avec un ami qui se reconnaîtra et que je salue et auprès de qui je m'excuse d'être un très mauvais perdant parce que je suis un exécrable perdant. Je suis d'une mauvaise foi horrible et donc je le remercie d'avoir eu beaucoup de patience avec moi. Mais on s'est vraiment bien marré cet été grâce à Topspin. Aussi, bah, en fait, je voulais mentionner, alors je sais plus où est-ce que je l'ai mis, il doit être par là. Ah, voilà. Je voulais juste mentionner, ça c'était un peu la bonne surprise de cette année. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment adorable et plutôt bien fait dans le genre du fanservice. Il s'agit du jeu Spy Family. À l'heure où on commence à avoir des informations sur la saison 3 de l'anime qui devrait sortir, il me semble, en fin d'année prochaine. Euh, j'ai trouvé que ce petit jeu Switch, qui est vraiment un jeu, alors plus pour un public plus jeune, si vous cherchez un cadeau de dernière minute à faire pour les étrennes, on va dire, et si vous connaissez quelqu'un de jeune dans votre entourage qui aime bien, évidemment, qui aime bien Spy Family et qui a une Switch ou une PlayStation 5, bon, il y a plus de chances que ça risque de parler. Ce sera quelqu'un qui a, en tout cas si c'est une personne jeune, il y a plus de chances que ça soit sur Switch. Mais j'ai trouvé vraiment ce petit jeu vraiment très charmant. En fait, j'étais étonné d'y repenser quelques mois après. Et j'ai trouvé ça à la fois malin dans la manière dont les mini-jeux sont organisés. Je vous en avais parlé vite fait quand je l'avais acheté. Mais donc c'est une collection de mini-jeux, mais l'ensemble est bien brodé. L'ensemble est bien fignolé. C'est pas le jeu de l'année, c'est un petit jeu. Mais voilà, pareil, un peu comme sur Topspin, voilà, quand on repense à cette année, je repense à des bons souvenirs que j'ai eu sur ce jeu et que j'avais trouvé j'étais agréablement surpris. Et puis là, on va passer sur le tunnel des jeux. Alors là, je vais pas vous les faire un par un parce que ça risque d'être très long. Mais les jeux, je sais qu'ils sont excellents, je sais qu'ils sont très très bons. Mais l'actualité fait que, voilà, j'imagine qu'on a tous le même problème, le fameux backlog qui ne cesse d'augmenter malgré de la bonne volonté. On commence des jeux, on n'arrive pas forcément à les continuer. J'espère que là, avec les fêtes de fin d'année, les semaines un peu plus calmes, je vais pouvoir y retourner ou les terminer. Euh, alors, alors, je mentionne évidemment le fameux Dragon Quest 3. Donc, je vais pas y revenir, mais donc que je ne fais pas sur la version Switch, mais sur la version PS5. Peu importe la version sur laquelle vous le faites, voilà, j'ai passé déjà beaucoup d'heures dessus, mais voilà, je ne suis pas encore allé au bout. Il faut absolument que je le continue et que je le termine. Donc voilà, très très bon jeu. Voilà, je ne peux pas honnêtement mettre dans mon top 10 parce que je ne suis pas encore allé au bout. J'estime que j'ai pas mis assez de temps. La même pour Echoes of Wisdom, qui était vraiment vraiment pas une mauvaise année pour la suite. Je sais que c'était une petite année. Alors, il n'y avait pas d'énormes claques. Il n'y avait évidemment pas un Tears of the Kingdom, en tout cas un jeu de cette envergure. Mais je trouve que pour une console qui en est à sa 7e année de vie, c'est pas si mal. Et d'avoir un jeu qui reprend en plus, qui se permet d'être aussi original sur la formule Zelda que Echoes of Wisdom, bah, c'est pas mal. C'est mine de rien bien joué de la part de Nintendo de continuer à pouvoir alimenter la console en titre de qualité. Donc ça sera en priorité dans les jeux que je veux rattraper de cette année et que je vais terminer. Et un petit dernier, allez, on est déjà à plus de 8 minutes de vidéo, donc celui que je voulais mentionner, c'était vraiment une excellente surprise. Enfin, surprise. Oui et non, il s'agit de Vision of Mana, donc j'avais pris sur Xbox, qui est sorti à la rentrée. J'aurais tellement aimé qu'il sorte pendant l'été, et là j'aurais pu lui consacrer beaucoup plus de temps. Là il est sorti, il me semble, c'est fin août, début septembre, et malheureusement déjà le rythme des sorties commençait à reprendre, et puis l'actualité, le travail, enfin voilà, vous connaissez. Malheureusement, du coup, j'ai pas eu le temps de lui accorder autant de temps que je voulais, mais les quelques heures que j'ai passées dessus étaient vraiment excellentes. Le feeling était très bon, le feeling du combat était très bon. Visuellement, c'était un vrai bonbon, ça déborde de couleurs, etc. Et je dis surprise entre guillemets parce que, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir la série Mana au top.
mais en fait, c'est l'équipe qui était, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était l'équipe qui était déjà derrière le remake de Trials of Mana et qui était un de mes jeux, enfin qui était un de mes jeux préférés de l'année où il est sorti. Je l'avais fait sur Switch et j'avais trouvé ce remake de Trials of Mana excellent. J'avais un excellent action RPG que je vous recommande d'ailleurs si vous êtes en manque, qui fait vraiment très très bien le café. Et je trouvais que ce Vision of Mana était dans la même trempe. Donc voilà, maintenant honnêtement rien que d'en parler, j'ai envie de le relancer. Donc voilà, j'espère pendant ces fêtes de fin d'année pouvoir lui accorder le temps qu'il mérite. Voilà, maintenant c'est dit, les petites recommandations. Je pensais peut-être parler de déception, mais bon, voilà, c'est peut-être pas la peine de s'acharner parce que voilà, allez, juste pour le mentionner rapidement, en fait, j'ai pas joué à des mauvais jeux cette année ou de jeux qui m'est particulièrement déçu ou quoi que ce soit. On va dire que le moins bon jeu que j'ai pu faire, au titre personnel, ce sera Star Wars Outlaws et c'est très triste puisque je peux voir le potentiel du jeu. Je vois le travail de ouf qui a été fait par les artistes sur le son, sur les panoramas, sur l'ambiance, etc. Mais moi, le problème, c'est que euh, pour moi, ce qui me fait cliquer avec un jeu le plus, c'est j'ai besoin que le gameplay soit vraiment carré. Et le gameplay me paraît un peu mou, un peu branlant, un peu comme si, le jeu allait se casser la gueule d'une minute à l'autre si je fais pas la mission exactement comme le jeu l'a prévu. Donc voilà, j'ai pas accroché, voilà, tout bêtement, j'ai pas vraiment accroché. Je mets quand même une légère astérisque en me disant peut-être qu'avec une batterie de mise à jour, le jeu peut être amélioré, l'expérience peut être améliorée. Mais bon, on verra. Donc voilà, c'était pour, mais c'est pas vraiment, ce sera pas ma déception de l'année, mais on va dire que c'est le jeu voilà, auquel j'ai probablement le moins accroché cette année. Donc, on va attaquer tout de suite avec le vrai top 10. En 10e position, mon top 10, alors vous allez dire, mais le mec abuse, je triche. Je ne mentionne pas un jeu, je vais mentionner plusieurs jeux, mais qui sont très similaires dans leur approche. En fait, il s'agit des remasters et remakes que Capcom a sortis cette année. En fait, là, vous n'en voyez que deux, mais dans ma tête, il y en a un troisième. Il y a la Marvel vs Capcom Fighting Collection, qui est sortie en septembre-octobre, il me semble, octobre. Et encore une fois, bravo. C'est juste un mot pour dire merci Capcom de continuer ce travail de réédition de jeux cultes, que ça soit nous permettre d'avoir tous les Phoenix Wright en boîte, en physique et surtout traduit en français et sur tous les supports. Ça, c'est génial. Donc, je me suis fait toute la collection cette année. Vraiment. Alors, au niveau du 4, 5, 6, le 5 est un peu en dessous. Le 4 est pas si. En fait, le 4 a pas très bonne réputation. Pour moi, le 4 le 4 a vraiment un très bon début et une très bonne fin, ce qui pour moi est l'essentiel. Le 5, je trouve, pour le coup, a pas une fin que j'ai pas trouvé très ouf. Euh, Visuellement, il est très très beau. Il y a des chouettes personnages, etc. Mais les intrigues sont pas les meilleures. Je pense que pour moi, c'est un des jeux les plus faibles de la série. Mais par contre, le 6 était excellent. Le final était incroyable. Très bonnes intrigues, etc. Au moins, si jamais c'est le dernier Phoenix Wright canonique, au moins la série aura fini sur un très bon épisode. Donc voilà, excellent travail de remaster. Les Investigation Collection, pareil, donc les spin-offs dédiés à Benjamin Hunter, très très bon aussi. Donc là, je vous montre la version PS4, mais moi je les ai fait sur Switch. Et voilà, je vous recommande aussi. C'est peut-être pas aussi indispensable Je trouve que le niveau de qualité, je la mettrais juste un tout petit cran en dessous que la série principale, mais j'ai passé quand même de très bonnes heures sur ces jeux. Et évidemment la Marvel vs Capcom Collection qui nous a permis de retrouver tous ces jeux, enfin en tout cas moi tous ces jeux devant lesquels je fantasmais quand j'étais abonné à Console Plus et que je voyais que ça sortait sur Saturn ou en import, etc. Et quand on est plus jeune, voilà, on peut pas jouer à tout. Encore déjà qu'on peut pas quand on est adulte, mais alors quand on est jeune, c'est encore plus compliqué. Et ça m'a vraiment fait plaisir de me replonger dans ces jeux. En plus, encore une fois, les collections sont très bien faites, avec des archives, du jeu en ligne, du mode training, etc.
Merci Capcom pour tout ce bon travail. J'espère que ça continuera à l'avenir, car voilà, c'est des jeux qui le méritent et ça fait plaisir pour qu'ils soient aussi facilement accessibles à tout le monde. En 9e position, alors malheureusement, j'ai pas de jeu à vous montrer, mais il s'agit de Neva. Neva, donc, qui est un jeu indé qui est disponible sur toutes. Sur toutes. Il me semble au moins PC, PS5. Moi, je l'ai fait sur PS5. Il me semble que une version Switch soit est déjà dispo, soit est prévue bientôt. Il me semble qu'elle est prévue. Et donc, c'est le nouveau jeu par les créateurs de Gris, qui était un jeu indé qui avait beaucoup marqué par sa patte artistique, qui était un jeu en 2D, mais alors avec une 2D à se rouler par terre. Vraiment, c'était un des plus beaux jeux, presque tout court, plus beaux jeux 2D que je connaisse. Gris, c'était incroyable. Il y avait une petite limite, c'était au niveau du gameplay. Alors, ça nous racontait une histoire, mais c'était pas forcément. On sentait qu'il y avait la volonté d'être un peu plus que juste un walking sim. Il n'y a pas de volonté de ma part de dénigrer les walking sims, mais on sentait qu'il y avait un peu de plateforme, de temps en temps, un peu de puzzle, oui c'est ça, de plateforme puzzle. Mais voilà, ça restait assez limité. Et le cœur du jeu était vraiment se promener dans ces décors, dans cet environnement vraiment magnifique. Neva, en fait, c'est l'étape d'après pour moi. C'est vraiment la progression naturelle en fait du studio de nous raconter une autre histoire avec une autre héroïne, très très inspirée par le studio Ghibli, pardon. Et c'est peut-être la seule limite que je mets. C'est un jeu que j'ai trouvé, que j'ai adoré, vraiment. Et alors, il coûte 30 euros, entre 20 et 30 euros. Il dure entre 3 et 4 heures. Pas plus que 4 heures, ça c'est sûr. Donc il est assez court, mais c'est une expérience vraiment. Alors là, faites-le. Surtout faites-le sur le plus grand écran possible. Là-dessus, j'insiste sur voilà. Et si vraiment l'expérience visuelle vraiment participe à 2000%. Donc surtout, vous savez à quel point j'aime le Steam Deck ou la Switch. Là, vraiment, pour moi, c'est vraiment des trucs à vivre sur un écran le plus grand possible parce que visuellement, vous allez prendre une tarte dans vos gueules. Euh, la direction artistique, voilà, encore une fois, est très inspirée. Alors, à la fois de Mononoke, c'est un mélange entre Mononoke et Chihiro au niveau de l'ambiance visuelle. Pour moi, c'est juste, en fait, le problème, c'est que quand la référence, le fait de s'inspirer, évidemment tout le monde s'inspire de tout le monde, c'est pas le sujet, mais quand la référence est à la fois est si explicite et quasiment presque prise telle quelle, en fait par moments ça me sort un peu et je me dis en fait je suis plus dans le je suis moins je vis moins le truc, mais je repère plus la référence que je ne vis l'histoire. En fait, si ça, j'espère que je suis clair. Donc, mais ça, il n'en reste pas moins que c'est un jeu à la fois. En fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que l'histoire est très belle, simple, mais vraiment très bien racontée, sans aucune indication à l'écran. Donc, c'est que du visuel. Donc, ça me parle et ça me plaît toujours. Donc c'est raconté uniquement par le gameplay, par tout ce que vous voyez, etc. Par aussi les décors. Et aussi, on sent aussi plus d'ambition en termes de gameplay. Il y a plus de plateformes, il y a plus d'action. Même au niveau de la plateforme, j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes idées. Il y a un passage en particulier, zéro spoil évidemment, mais qui joue sur la notion de reflet que j'ai trouvé brillant. Vraiment, c'est du très très bel ouvrage en termes de level design, etc. Donc ça fait plaisir, c'est un studio, je trouve ça toujours assez excitant de voir un studio progresser, évoluer, et donc j'ai très très hâte de découvrir leur prochain projet, qu'ils nous présentent leur prochain projet, et je serai au rendez-vous, je serai Day One, parce que ce Neva vraiment m'a beaucoup plu. Je vous encourage à aller chercher l'OST sur les sites de streaming, puisque encore aussi l'OST participe complètement à l'ambiance et c'est vraiment un régal. Donc Neva, une expérience à la fois courte mais intense et je trouve qu'on en a pour son argent. Numéro 8, Stellar Blade. Stellar Blade
excellent jeu d'action. Alors, et j'en profite aussi pour faire une mention. Je ne triche pas ce coup-ci. C'est juste que quand je vois Stellar Blade, moi je pense aussi d'office à son cousin de cette année qui est Black Myth Wukong. Mais Black Myth Wukong, c'est un peu comme les autres que j'ai mentionnés précédemment. J'ai pas eu le temps. Je ne lui ai pas accordé assez de temps, donc je ne peux pas le mettre vraiment en top 10. Mais celui que j'ai pu faire, c'est Stellar Blade, qui est vraiment excellent. C'est le premier, si j'ai bien compris, le premier jeu de cette... en tout cas, ce jeu le premier jeu triple A pour Shift Up est vraiment... c'est un coup d'essai, un coup de maître, hein, on peut dire. Moi, les seuls, parce que voilà, l'idée c'est de pas être uniquement dans l'emphase, j'ai adoré les sensations de game, vraiment pour le coup la profondeur du gameplay, le système de combat, il est en or massif, c'est vraiment ça pour une première tentative. En fait, c'est juste que l'héroïne, en fait, les combats ont leur propre tempo. Et si par exemple on essaye de trop le comparer à un Bayonetta, à un Nier Automata, ou même pour parler d'un genre complètement différent, ou à un Dark Souls, on va se prendre des pains dans la gueule et on va pas tout de suite comprendre. C'est juste qu'il y a un tempo bien précis, l'héroïne a un certain poids dans ses déplacements, et c'est juste qu'il faut s'y habituer, mais une fois qu'on passe les premières heures et qu'on rentre vraiment dedans, on capte le rythme des esquives, le rythme des paris, etc. C'est un vrai bonheur. J'attendais vraiment le moindre combat, vraiment je le vivais à fond. Et c'était en plus, voilà, il y a tout un système d'évolution qui rajoute des possibilités d'esquive, etc. Donc c'est vraiment un jeu très très riche. Il y a même ce qui m'a plu, c'est que, histoire d'essayer de varier un peu le gameplay, il y a des passages qui sont peut-être pas les plus réussis du jeu, mais qui essaient d'instaurer une ambiance un peu plus horrifique, où on n'a pas accès, où on va pas faire du combat à la mano, mais c'est plus au gun. Mais j'ai trouvé ça plutôt chouette, j'ai trouvé ça sympa. Moi, pour moi, la seule limite, et c'est pour ça que je ne le mets que, entre guillemets, en 8e position, mais c'est simplement que le jeu manque un tout petit peu d'identité. C'est un peu le même problème que Neva, c'est-à-dire qu'on voit très bien les influences. Évidemment, en premier, Nier Automata, partout, tout le temps. Mais plus que ça, même, c'est que les persos manquent un peu de personnalité. C'est-à-dire que ce soit Eve ou les autres personnages, je trouve que il y a un petit côté générique dans la manière dont dans les dialogues, dans les relations. On sent qu'ils hésitent entre faire... Pour moi, ça hésite un tout petit peu trop entre faire un truc ultra sérieux, un truc un peu avec de temps en temps des phases d'humour, etc. Moi, il n'y a jamais grand chose. En fait, j'ai traversé le jeu pour le gameplay, vraiment pour le kiff du jeu, et pour ça, pour moi, ça me suffit largement, qu'on soit très clair. Mais pour passer l'étape du dessus ou devenir un jeu vraiment culte, pour moi, il faut créer des personnages vraiment encore plus attachants que ça, avec encore plus de personnalité que ça. Et c'est là qu'il y a pour moi le jeu, le studio a encore une marge de développement, d'amélioration. Mais je serais, en tout cas, si il décide de faire une suite, et franchement, il pourrait sans problème, moi je serais très curieux de voir ce que ça pourrait donner une suite de Stellar Blade. En tout cas, un nouveau jeu qui profiterait de l'expérience accumulée sur cet épisode. Donc vraiment une de mes grosses recommandations. Et puis en plus, comme vous l'avez vu dans ma vidéo PS5 Pro, ça fait partie des jeux qui exploitent vraiment ce surplus de puissance et qui permet de bénéficier vraiment d'une excellente expérience visuelle. Le numéro 7, numéro 6, pardon. Attendez. 6, c'est ça 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non. Numéro 7, pardon. Numéro 7. Désolé. C'est comme je ne les ai pas numérotés et j'ai pas de notes, je fais ça un peu en impro. Donc le numéro 7, c'est Unicorn Overlord, qui est le premier RPG, il me semble, de la liste. Et c'est pas le dernier. Mais c'était vraiment un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur Switch avec la compilation Ace Attorney. Ça a été... Alors, c'est marrant parce que ça n'a pas été le coup de cœur tout de suite, je vais pas vous raconter de mytho. La première expérience que j'ai eue, j'ai trouvé ça très sympa, mais ça m'a pas accroché. Et en fait, j'avais mis le jeu un peu en pause au bout de quelques heures. Et c'est seulement à la rentrée, en septembre, octobre,
que je m'y suis remis assez récemment finalement, et j'ai pu lâcher le jeu. En fait, à partir du moment où je suis rentré dedans, là j'ai pu lâcher l'affaire. Et alors déjà, j'en profite pour dire que je pense que c'est une des meilleures éditions collector de l'année. En termes de rapport qualité-prix, je trouvais que c'était pas du tout abusé. On a le droit à une magnifique boîte, l'artbook, le jeu de cartes, l'OST sur CD, etc. Donc vraiment une très très belle édition collector. Mais voilà, il n'y a pas que une belle boîte, c'est aussi un très bon jeu, à la fois alors magnifique, direction artistique, on est sur du Vanillaware, donc évidemment c'est ultra carré, ça fonctionne très très bien. Mais aussi en termes de profondeur de gameplay, donc on est vraiment sur un tactical que j'avais pas l'habitude. Alors je comprends que c'est très inspiré de Shining Force, mais malheureusement qui ne sont pas des jeux que je connais plus que ça, que j'ai pas eu le plaisir de faire. Et donc pour le coup, je n'ai pas forcément les références en termes de gameplay, mais ça m'a énormément plu. Moi j'avais l'habitude du tactical sur quadrillé, et là on est beaucoup plus libre en termes de déplacement sur la map. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça brillant. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la manière dont le jeu intelligemment vous introduit des nouvelles mécaniques de manière très fluide et très progressive. C'est-à-dire que le jeu commence très tranquillement et quasiment combat après combat, il va vous introduire une nouvelle mécanique, un nouveau type d'ennemi, un autre type de map, un autre type, etc. Il rajoute progressivement des nouvelles règles, et ce qui fait que, en fait, on ne se prend pas la complexité en pleine gueule, mais justement on apprend à jouer avec. En fait, on l'accueille, on peut prendre le temps d'accueillir la complexité au fur et à mesure, et ce qui permet d'apprécier vraiment toute la richesse du gameplay. Donc voilà, c'est moi la seule limite pour le coup sur ce jeu-là, ce sera vraiment le scénario qui reste somme toute très classique, et il n'y a pas vraiment de gros twists à l'histoire, mais voilà, même si le jeu, enfin, désolé, on prend le temps, on a quand même tout le temps de s'attacher au personnage, même si c'est pas, voilà, on n'a pas le même attachement qu'on peut avoir sur des jeux où les personnages sont beaucoup plus développés. Mais il n'en reste pas moins que c'était vraiment pour moi un des RPG de cette année. Et c'était aussi une grande année pour Sega, et c'est le premier jeu de stop signé Sega, et c'est clairement pas le dernier. Vous allez voir ça bientôt. Donc Unicorn Overlord, en 7ème position. En 6ème position, on a Tekken 8. Tekken 8 sur PS5, mais dispo, évidemment, voilà, il y a tout qui se casse la gueule, juste à côté. Tekken 8 en 6ème position, excellent jeu. Je vous en ai parlé en long, en large, en début d'année, mais pour moi, c'est vraiment un des jeux, un des meilleurs jeux de combat qu'on a eu ces dernières années. Le jeu est complet, on a un excellent mode solo, on a un mode histoire, on a un mode training assez poussé, même si, voilà, en mode training, on peut toujours faire mieux. Mais on a de quoi travailler en mode training. On a un mode online ultra, enfin ça c'est génial. Enfin ça évidemment c'est la base, mais c'est toujours plaisant d'avoir un mode online où on se connecte, on joue, on lance une partie très très rapidement. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, au niveau du gameplay, c'est très très riche. En fait, le jeu est tellement bien fait que alors, j'étais pas un spécialiste de Tekken, je le suis toujours pas aujourd'hui, mais vraiment le jeu, en fait, c'est un jeu auquel je suis revenu tout au long de l'année. C'était un peu mon jeu de chevet de cette année, auquel je suis revenu très régulièrement quand il est sorti pendant l'été, et là récemment encore avec la sortie du dernier DLC. Donc on a eu Clive de FF16, et qui fonctionne étonnamment bien, en fait, même si, alors beaucoup de gens disent, oui, c'est un personnage de Soul Calibur, parce qu'il se bat avec une épée qui a des pouvoirs magiques, etc. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, les persos qui ont été ajoutés en DLC fonctionnent très bien, mais le jeu est d'une telle richesse que vraiment, en fait, j'avais déjà un peu commencé à creuser avec Tekken 7, mais vraiment, là, j'ai essayé, alors je me fais toujours autant défoncer la gueule dès que je joue en ligne, mais au moins je comprends un peu mieux pourquoi je me suis fait défoncer. Voilà. C'est un peu l'idée. C'est vraiment, c'est du très lourd. En plus, l'OST, pour vous dire,
je l'ai tellement écoutée qu'elle était dans les albums que j'ai le plus écoutés sur mon récap Apple Music. Donc voilà, c'était voilà, excellente OST pour courir, pour faire du sport. Vraiment très excellent jeu, ce Tekken 8, rien de plus à ajouter que j'avais déjà dit. Mais vraiment bravo à Rada et à toute la team Tekken, parce que ça fait plaisir entre Tekken 8, Street Fighter 6, et on va avoir le retour de Fatal Fury l'année prochaine, qui est peut-être le jeu que j'attends le plus pour l'instant l'année prochaine, le nouveau Fatal Fury. Ça fait plaisir de voir le jeu de baston autant de retour et autant de retour avec des jeux aussi bons. Donc vivement, enfin voilà, je suis vraiment très très content. Bon, alors là, on va commencer à rentrer rentre dans le top 5. Et là, autant vous dire que dans le top 5, c'est un crève-cœur à chaque étape parce que tous ces jeux pourraient potentiellement être mon top 1. Voilà, franchement, je vous le dis comme je le pense. On va commencer avec. Mais bon, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Qui c'est le meilleur? Alors, moi, ce genre d'exercice. C'est un peu puéril, mais je trouve ça toujours intéressant. Au final, d'essayer. Au bout d'un moment, il faut trancher. Et donc, en top 5, Persona 3 Reload, l'excellent remake slash remaster de Persona 3. C'était vraiment un des premiers grands jeux de cette année qui n'en a vraiment pas manqué. Mais voilà, je vous disais, quelle année pour les fans de RPG. Là, déjà entre rien que Unicorn Overlord et Persona 3 Reload, voilà, moi j'étais refait. Donc, Persona 3 sur le squelette, on va le résumer très rapidement, mais sur le squelette au moins visuel, technique, sur les standards de Persona 5, avec toutes les mécaniques de press turn, etc., qui ont été introduites, qui n'étaient pas forcément dans l'épisode Persona 3 original. Mais voilà, un jeu magnifique, vraiment visuellement, la patte visuelle je trouve, est sublimée. Voilà, ce style très pop qui a commencé avec Persona 3, vraiment, ce remake lui rend hommage. Une OST a tombé par terre. Là, pour le coup, il est aussi dans des albums que j'ai le plus écouté cette année, que vraiment énormément de tubes. On peut parler presque de tubes à ce niveau-là, dans cette OST. Une histoire, en fait, je pense qu'en termes d'histoire, ça m'a permis aussi de faire cet épisode, ça m'a permis de mieux comprendre à quel point Persona 3, c'est un jeu qui est spécial dans le cœur de beaucoup, beaucoup de gens, et en particulier ses personnages. Moi, l'histoire de Junpei, elle m'a brisé le cœur, c'était vraiment magnifique. Le personnage Aegis, je sais pas comment on prononce, mais voilà, c'est un jeu exceptionnel. Le seul, voilà, encore une fois, il faut bien qu'il y ait des petits défauts, ou alors en tout cas, la perfection n'existe pas. En fait, la seule limite, et pourquoi je le mets entre guillemets seulement à la 5e place, c'est que, en fait, le jeu, en fait, on sent que depuis, il y a eu Persona 4 et Persona 5, notamment en termes de nombre d'activités disponibles, d'environnements différents qu'il puisse y avoir. Comme il s'agit d'un remake très quasiment pas trait pour trait, mais presque, en tout cas en termes de contenu de l'épisode original, il est un peu sec. Voilà. C'est-à-dire que une fois qu'on en rentre dans le dernier tiers du jeu, normalement vous avez déjà tout vu, tous les endroits. Là, c'est aussi le problème du Tartarus, c'est que comme tous les endroits évidemment, il y a des styles différents au niveau des étages, mais ça reste globalement la même. Il n'y a pas de palais, il n'y a pas de donjon à proprement parler. Et donc, en termes de contenu, c'est vrai que la longueur se fait un peu plus sentir sur la fin que j'ai trouvé par rapport à d'autres Persona. Néanmoins, ça reste quand même un très grand jeu. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment faites-le. Il tourne aussi sur Steam Deck sans problème. Donc voilà, excellent jeu ce Persona 3 Reload que je vous recommande encore. Voilà, c'est un des jeux auxquels, du coup, par défaut, qui est un jeu c'est un jeu très long, et donc c'est un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus d'heures cette année. Mais vraiment, rien que d'y repenser, en fait, j'ai déjà un peu de la nostalgie sur les heures que j'ai passées sur Persona 3 Reload, mais c'était vraiment un remake de ouf. Est-ce que, voilà, pourquoi pas, en attendant, on sait que le prochain Persona, ça va pas être demain. Pourquoi pas un remake de ce calibre pour Persona 4?
même si personnellement, Persona 4, je l'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai refait il y a pas longtemps, mais je pense que je serais méga chaud pour avoir, si on a le droit à un travail de cette qualité-là. Alors par contre, pour le coup, ce serait cool qu'ils nous mettent le contenu aussi de la version Golden, et qu'on se fasse pas carotte comme pour le contenu qui a été rajouté en DLC. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, Persona 5, Persona 3, une cinquième place largement méritée. Quatrième place. Alors celui-là, en fait, c'est paradoxal. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous parler de jeux qui sont pas parfaits. Voilà, il manque ceci ou à mon goût ceci, cela. Là, pour le coup, je trouve que c'est un jeu qui est parfait, objectivement parfait dans ce qu'il fait. Mais c'est juste que, voilà, là, c'est de l'affect personnel. Euh, je, je l'ai adoré, évidemment. C'est un jeu que j'ai adoré. Mais que je n'ai pas eu la même résonance que j'ai eu sur les jeux que je mets encore plus haut. Alors là, j'ai pas. En fait, là, je parle évidemment d'Astrobot. Mais alors là, je vous montre l'épisode VR de la version donc, sur PS4. Évidemment, je vous parle du jeu Astrobot qui est sorti sur PlayStation 5. En fait, il se trouve que je l'ai prêté à un ami pour qu'il puisse le faire. Et malheureusement, voilà, je l'ai pas encore récupéré. Donc, pour remplacer visuellement, je vous montre l'Astrobot PS4. Mais voilà, en gros, depuis cet épisode-là, on sait que les mecs de la team Asobi sont des génies, vraiment. Et le fait qu'ils aient gagné le Game Award pour Astrobot, c'est largement, largement mérité. En plus, c'était vraiment le directeur, le réalisateur du jeu a eu vraiment un discours très émouvant et touchant. Le fait qu'il rende hommage à Nintendo, bah, c'est vraiment la classe pour le coup. Puisque évidemment les références, la référence, à savoir les jeux Mario 3D, sont évidentes et vraiment, je pense qu'on a été beaucoup à penser, oh la vache, c'est quand même la première fois qu'un jeu de plateforme 3D, euh, pas Mario, tutoie à ce point le niveau d'un Mario, quoi. Et c'est vraiment qu'on puisse se dire ça, c'est dingue en fait. Et en fait, le jeu, je le trouve, comme je vous ai dit, je le trouve parfait. C'est-à-dire que graphiquement, il est magnifique. En termes de gameplay, il est aux petits oignons, il est carré. Vous allez jamais perdre à cause de la jouabilité, jamais. En termes d'idées, il est inventif. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. En termes de durée de vie, il fait pile poil la bonne durée, c'est-à-dire 15 heures, en gros de 10 à 20 heures pour brosser large, selon que vous ayez en ligne droite ou que vous voulez le faire à fond. Le premier jeu c'est un des rares jeux que j'ai platiné, voire c'est même le premier jeu que j'ai platiné. C'est, c'est un jeu fantastique. En fait, le seul truc, c'est que en fait, j'ai joué à ses références, c'est-à-dire que je vois très bien de quoi il s'inspire. Je suis admiratif qu'il soit allé jusqu'à ce niveau-là et je ne leur souhaite que de continuer à nous régaler avec d'autres jeux comme ça. C'est juste que voilà, ça m'impressionne un tout petit peu moins. Ça m'impressionne qu'il l'ait fait. Ça m'impressionne un tout petit peu moins dans l'absolu, dans la mesure où bah voilà, les Super Mario Galaxy 1, 2, Super Mario Odyssey, voilà, c'est des jeux que je connais par cœur, que j'adore, que je refais régulièrement. Donc voilà, je suis forcément un tout petit peu moins impressionné, mais il n'empêche que c'est évidemment un des jeux de cette année et il a largement, largement mérité son prix au Game Awards. Donc là-dessus, aucun souci, mais là évidemment on parle de mon top 10 perso, quels sont les jeux qui m'ont le plus parlé. En tout cas, enfin voilà, au bout d'un moment, c'est juste évidemment de la préférence personnelle. Donc là, il n'y a plus d'objectivité qui tienne. Donc là, on a eu le numéro 4, et donc il nous reste 3 jeux. Là, normalement, voilà, il nous reste 3 jeux, 3 RPG. Et 3 RPG de fou, vraiment. Et je vous ai dit, voilà, là, à ce stade-là, en fait, en permanence, dans ma tête, je me disais, ah, mais en fait, lui, il est premier, lui, il est deuxième, lui, il est troisième, et ça arrêtait pas de changer, etc. Mais là, ça va faire une paire de jours, semaines, que c'est bien ancré dans ma tête. On va commencer en numéro 3 avec, on va commencer avec Final Fantasy VII Rebirth. Alors, Final Fantasy VII Rebirth, c'est un jeu, il faut que ça soit très clair.
là-dessus. C'est un jeu, donc là c'était la fameuse édition collector que je vous avais présentée un peu plus tôt dans l'année. C'est un jeu qui est exceptionnel. Le simple fait qu'il existe, c'est fou. Qu'il existe, qu'il soit à ce niveau-là de qualité, et que les mecs aient couvert à ce point. En fait, vraiment, en fait, quand j'ai terminé Final Fantasy VII, je pense vous l'avoir déjà dit, mais quand j'ai fini Final Fantasy VII Remake, je me suis dit, mais c'est pas possible que les mecs réussissent à aborder tout le jeu, tout le monde du jeu original, avec le même niveau de détail et de soin qu'ils ont fait juste pour les 5 premières heures. Et les mecs l'ont fait, en fait. Alors, pas sûr, évidemment, il nous reste une troisième partie. Donc là, sur ce, on va dire, c'est un peu compliqué de deuxième tiers, parce que c'était même pas le premier tiers qu'on avait avec le premier épisode, mais en gros, sur cette deuxième partie, qu'on ait pu avoir, enfin, c'est vraiment, c'était un voyage, ce jeu, c'était un voyage. Je l'ai vraiment vécu comme un voyage. Quand j'y repense, voilà, j'ai de la nostalgie pour les paysages que j'ai vus, pour les souvenirs que je me suis fait, les moments que j'ai vécus, les boss que j'ai vaincus, etc. C'était vraiment c'est un jeu de fou, c'est un jeu exceptionnel. Pourquoi je le mets pas plus haut? Pourquoi c'est pas mon top 2, voire même mon top 1? En fait, c'est juste que malheureusement, quand j'y pense, à la même hauteur, je repense à tout ce. Enfin, je pense à tous ces moments exceptionnels que j'ai vécus, mais au fond de ma tête, je peux pas m'empêcher aussi de penser, ah ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais dans une zone, il fallait faire tout le temps les mêmes trucs, avec ce rythme un peu mécanique de la tour, du chocobo, des activités, et puis c'était toujours un peu les mêmes, et puis c'était, parfois il y avait même des quêtes qui étaient un peu flinguées, etc., etc. Et puis il y avait beaucoup, en fait, il y a beaucoup de remplissage. Il y a malheureusement, enfin, j'étais pas obligé de le faire, mais le problème c'est comme je voulais tout faire. Après c'est aussi la manière dont je me suis un peu imposé ça parce que j'avais tellement faim de ce jeu que je voulais absolument tout faire. Et du coup je me suis un peu pas rendu malade, mais il y a une petite indigestion au bout d'un moment. En fait, c'est vrai qu'il y a des moments dans le jeu, quand je relançais le jeu, j'avais un peu l'impression d'aller au taf en me disant, ok, là on va couvrir cette zone, on va aller faire tout ça, on va remplir tous ces objectifs. Et alors que je pense que si j'aurais peut-être pas eu le même discours et j'aurais peut-être pas eu le même souvenir, j'aurais peut-être un souvenir plus pur si je m'étais contenté d'aller en ligne droite. Il y a aussi des moments qui sont un peu moins inspirés, le fameux passage où on dirige Kate 6 dans les couloirs, où on passe, enfin, il y a des trucs un peu imbuvables, il y a des passages qui tirent un peu à la ligne, tout est pas passionnant, tout est pas dingue, mais voilà, donc c'est pour ça, en gros, je pars d'un 10 sur 10 et je retiens un point à cause de tous ces éléments, si vous voulez, à cause de toutes ces lourdeurs. Je lui retire un point. Mais quel jeu incroyable. Franchement, c'était vraiment incroyable. J'ai qu'une hâte, et puis en plus, évidemment, il y a tout cet aspect sur le scénario, sur l'interprétation, etc. Mais que j'ai trouvé aussi, voilà, je reviendrai pas là-dessus, j'en ai parlé dans mes vidéos enfin, sur mon retour sur le jeu. Mais voilà, c'était trop bien. C'est ce qu'ils ont fait avec le jeu, la manière dont ils réinterprètent les persos. Voilà, on redécouvre et ça redevient de nouveau un groupe, ces personnages, ça redevient un groupe de potes auquel on tient, auquel on s'attache. Et voilà, évidemment, comme tout le monde, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir comment ça va se terminer. Mais déjà, énorme respect à toutes les personnes impliquées dans ce jeu parce que ça fout, quand j'y repense, ça refout le tournis en fait, de la gueule des cinématiques, mais les combats de boss, certains combats de boss complètement fous, etc. Non, c'était vraiment un jeu d'exception. C'est une troisième place. Mais voilà, c'est parce que au-dessus, voilà, là, les deux derniers, enfin, de toute façon, c'est trois, potentiellement, c'est trois premiers. Les trois, littéralement, le troisième, deuxième et premier auraient pu tous être premiers. Mais voilà, il faut bien faire un choix. Deuxième position, Like a Dragon, Infinite Wealth. Alors, pourquoi je l'ai mis pourquoi je le mets aussi haut? Déjà parce que c'est un excellent RPG. Le système de combat est parfait.
C'est le système du 7, mais qui a encore été affiné. Des nouveaux jobs, des nouvelles affinités entre classes, le système d'amitié aussi qui fonctionne super bien, un peu comme dans un Persona, l'amitié qu'on forge avec ses camarades a un impact sur les combats. C'est les quêtes annexes, l'hommage à Crazy Taxi. Pour moi, ça c'est vraiment Crazy Taxi, c'est un des jeux de mon enfance, oui, c'est ça, du début de l'adolescence. La Dreamcast, Crazy Taxi, ça rend hommage à des trucs qui me touchent énormément. Le cadre, Hawaï, vraiment original, les persos fantastiques. Euh, pour moi, la seule limite du jeu, en fait, pour moi, c'est quasiment un jeu, c'est un jeu génial, c'est un jeu génialissime. Pour moi, la seule limite, c'est que la ligne directrice du scénario, c'est malheureusement le point le moins intéressant. C'est-à-dire la quête de pourquoi Ichiban Kasuga va à Hawaï, et ce qu'il doit y faire, et tout ce qu'il en suit. C'est ce qu'il y a de. En fait, c'est littéralement une gigantesque quête FedEx, enfin, c'est-à-dire va ici, ah mais en fait faut aller là, mais en fait c'est pas moi, je te l'avais pas dit, mais voilà, et c'est très classique dans les Yakuza, mais dans les Yakuza il y a toujours un aspect émotionnel, il y a toujours un truc. Là je trouve que ça fonctionne, ça m'a moins passionné, et c'est la seule raison pour laquelle je le mets pas en premier, parce que sinon il aurait été premier. Mais sinon il y a tellement, je parle même pas de tout ce qui est relié à Kiryu, rien que d'y penser, voilà, ça me fout les frissons. Si vous êtes un fan, si vous êtes un fan de la série, c'est même pas une question. C'est à ce niveau-là, c'est obligatoire. Vous allez avoir la chair de poule. C'est riche, c'est généreux. En fait, il y a énormément. On peut adresser exactement le même reproche à Final Fantasy VII Rebirth, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de remplissage. Ça, c'est vrai, il n'y a aucun souci. Mais j'ai trouvé ce remplissage plus addictif. Là où le remplissage dans Final Fantasy VII Rebirth, parfois je traînais un peu la patte. Autant dans Yakuza. En fait, pour vous dire, j'ai fait le jeu sur Steam Deck, quasiment que sur Steam Deck. Et en fait, là, en cette fin d'année, j'avais la nostalgie de ce jeu. Et du coup, là, je suis en train de le refaire sur PlayStation 5. Donc, et pourtant, c'est pas un petit jeu. Mais en fait, les seules fois, moi, ça m'a ramené une époque où, quand j'étais petit et que j'avais pas beaucoup de jeux, j'avais ma Game Boy Color avec Link's Awakening. Et quand je terminais Link's Awakening une fois, j'avais pas d'autres jeux à faire dans l'immédiat, je relançais une partie. Là, en fait, c'est le souvenir qui me revient en tête. Parce que ça a fait très longtemps que ça m'a pas fait ça, cette envie de refaire un jeu tout de suite après, enfin pas tout de suite, j'ai mis quand même quelques mois à le digérer, mais peu de temps, en tout cas après l'avoir fait. Non, vraiment, quand je revois cette jaquette avec tous ces persos, je suis vraiment touché, et ouais, c'est un jeu de ouf. C'est vraiment un jeu de ouf, c'est une licence incroyable, c'est une licence qui me tient très à cœur, maintenant, Yakuza. Euh, et voilà, donc je vous le recommande. Si vous avez jamais fait, faites absolument le Like a Dragon tout court avant, parce que sinon, vous allez perdre beaucoup de l'intérêt, de l'attachement que vous pouvez avoir avec ces personnages. Si vous êtes un fou et que vous voulez consacrer une année à ça, faites-vous toute la série. De toute façon, vous n'allez pas perdre votre temps. Faites du zéro à celui-là. Ça va vous prendre facile une bonne année, mais vous allez vous régaler. Mais plus sérieusement, voilà, si vous voulez juste pas perdre, enfin entre guillemets, le chemin le plus court pour attraper ce jeu-là, faites Like a Dragon et faites Like a Dragon Infinite Wealth. Là déjà, vous en avez pour quelques mois, quelques centaines d'heures de contenu. Et puis Dondoku Island, quoi. Dondoku Island, qui était vraiment Animal Crossing avec une batte où tu tabasses tabasses des pollueurs à la batte de baseball. Et voilà, ça c'était incroyable. C'était vraiment génial. Donc voilà, numéro 2, et vraiment c'était pas démérité, c'est largement mérité pour Like a Dragon Infinite Wealth.
Décidément, Sega, mais au top. Donc, je les ai mentionnés pour Sega, pour Unicorn Overlord, Like a Dragon, Persona 3. Il me semble qu'ils distribuent, oui, c'est ça, vu que c'est Atlus. Ils ont eu aussi Shin Megami Tensei 5 Vengeance, mais pareil, auquel j'ai pas eu le temps je n'ai pas pu accorder assez de temps à cette édition, à cette réédition pour pouvoir la mentionner. Mais c'est pas tout. Ils ont fait aussi mon jeu de l'année. Parce que le numéro 1, mon jeu de l'année, le GOTY, mon GOTY 2024, c'est évidemment Métaphore ReFantasio. Depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai pu le faire, je l'ai terminé. C'était incroyable. C'est un jeu. En fait, il est numéro 1 parce que quand je repensais à tous les jeux, à mon top 5, à mon top 3, etc., en fait, pour le coup, c'est celui auquel j'ai quasiment rien lui reproché. C'est un peu comme pour Astrobot, sauf que en plus, j'ai un attachement émotionnel au personnage, à l'univers, etc., euh, qui est unique à ce jeu. Évidemment, c'est Persona avec une moustache, c'est Persona dans un univers, c'est des mécaniques de Persona avec un calendrier, avec des donjons, avec des relations, avec ce combo relations, euh, relations personnelles, aussi développement des skills de développement personnel, si on veut, qui vont avoir aussi un impact directement ou indirectement dans le combat. C'est en fait aussi, si je le mets en numéro, s'il mérite largement sa place de numéro 1, c'est que le système de combat, et plus que le système de combat, le système d'évolution des persos et de classes, c'est un chef-d'œuvre. La richesse, ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on arrive à la fin, d'habitude, il y a généralement, vous avez la fin, et puis après, si vous êtes gourmand, vous avez du contenu endgame, avec en particulier dans les personnages, avec les fameux boss ultra abusés, etc. Mais généralement, ça se débloque plus, à moins que je dise de bêtises, mais que ça se débloque plus après la fin. Là, vous avez des boss vraiment ultra vénères, si vous êtes chaud, que vous pouvez aller chercher même avant la fin. Et je trouve ça mieux parce que moi, généralement, une fois que j'ai vu le générique, j'ai tendance à passer à autre chose. Mais là, vraiment, j'ai poncé le jeu jusqu'au bout parce que j'avais directement accès à ces super boss. Et ces super boss, vraiment, ils vous poussent à exploiter le système de job à fond. Et en particulier, la synergie entre les jobs et la manière dont ils fonctionnent. En fait, ce système d'archétype, au début, j'étais un peu sceptique, parce que j'étais vraiment très attaché au persona, que les pouvoirs soient liés aux monstres qu'on fusionne ou qu'on capture. Mais là, ce système d'archétype, en fait, il est, il est du coup moins lié spécifiquement à des persos, même si c'est pas forcément, en fait, c'est pas forcément, enfin, ça redevient sur la fin relié spécifiquement au perso, mais bref, c'est pas la peine d'embrouiller le propos. Il est beaucoup plus libre, puisque tout le monde peut faire, entre guillemets, n'importe quoi, mais aussi il est beaucoup plus riche. Donc au début, on est un peu perdu, et au final, on comprend il y a vraiment des classes qui fonctionnent bien, très très bien les unes avec les autres. Et aussi, ça permet le fait de, comme on peut panacher les pouvoirs qu'on va récupérer, donc euh, quand votre personnage passe d'un job à l'autre, il peut récupérer des compétences de ses précédents jobs. Et ça peut aller très très loin dans la variété des jobs qu'on peut donner. Et il y a une liberté totale qui est donnée à ce niveau-là. Si, comme tous les persos peuvent faire ça, ça donne accès, enfin à la fin, il y a des pouvoirs, mais complètement délirants, des fusions, enfin des pouvoirs combinés entre les différents personnages. C'est c'est d'une richesse et en même temps, et c'est limpide. C'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que la richesse, la complexité, entre guillemets, c'est facile. C'est facile d'être complexe, mais d'être à la fois aussi complexe et limpide et facile pour que même quelqu'un comme moi puisse y voir clair et s'amuser avec. Ça, c'est vraiment c'est de l'orfèvrerie à ce niveau-là. Moi, évidemment, voilà, j'ai été, histoire d'être juste, et comme j'ai mentionné des limites à chaque jeu, pour moi, la seule limite que je mentionnerai à ce jeu, c'est les donjons. C'est un peu
pour moi, la technique est pas forcément gênante, puisqu'en plus, la technique, moi, le fait que le jeu soit pas forcément gourmand et du coup pas très impressionnant, ça fait que le jeu, j'ai pu le faire en entier sur Steam Deck sans problème. Et vu la durée du jeu, ça m'a bien aidé. Là où j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est effectivement c'est les donjons. Il y a des donjons annexes qui se ressemblent un peu tous. Ça me pose pas trop de problèmes. Je pense qu'il y a 3 ou 4 topologies de maps qui se répètent au niveau des quêtes annexes. Ce qui est plus gênant, entre guillemets plus gênant, c'est qu'il y a des donjons spécifiques et ceux-là visuellement sont pas très intéressants, j'ai trouvé. Comparé. Le problème, c'est qu'on a été gâté avec les palaces de Persona 5 et du coup tout paraît un peu fade à côté. Mais voilà. Donc c'est la seule limite. Sinon pour le reste, le scénario, les personnages, enfin voilà la team, c'est les mecs ont quand même le génie de créer des personnages ultra attachants, vraiment, que ce soit Persona 3, 4, 5, maintenant Métaphore et Fantasio, c'est tout de suite, les persos deviennent quasi iconiques, tout le monde peut très facilement avoir son favori. C'est le personnage de fée dans un jeu. Alors Dieu sait que les fées généralement c'est assez casse-pied, ou c'est toujours un peu, il y a toujours un peu un côté un peu gnangnan, ou soit un peu pot de colle, ou qui t'explique la vie, ou qui t'explique des trucs sur le jeu que t'as compris déjà 150 fois avant. Le personnage de la fée Gallica, elle est géniale. C'est un personnage vraiment touchant, vraiment réussi, très très réussi. Le personnage principal qui a une voix, ça aide aussi, c'est sympa aussi le fait qu'on puisse l'entendre, qu'il lise parfois certaines de ses lignes de dialogue. Alors le problème c'est Hulkenberg, je crois. La chevalière, vraiment pareil, ultra réussi. Enfin tous. Heisberg, ah mince, le personnage de la chauve-souris est génial aussi. Alors je suis désolé, je suis nul avec les noms des personnages. Mais tous les personnages sont réussis, sont vraiment. Le personnage aussi de l'invocatrice Yufa, aussi, pour le coup, c'est vraiment mon personnage préféré. Donc c'était donc, ce personnage qui était prêt à se donner en sacrifice pour son culte, et évidemment qui va se rendre compte que c'était pas forcément la bonne voie ou la seule voie à choisir. Tous les personnages, même les personnages non jouables sont vraiment ultra attachants. L'univers est très réussi, excellent méchant. C'est généralement pour moi le point le moins intéressant, à part le méchant de Persona 4, que je trouvais génial. Généralement, c'est pas les personnages qui me marquent le plus dans la série, parce que je considère que on va l'insérer dans la série des Persona. Excellent personnage de méchant, très réussi, très charismatique. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas autant accroché à un méchant. Donc voilà, c'est une réussite totale. C'est un RPG à la fois qui est riche, qui est... c'est un jeu de rôle riche, à la fois simple d'accès. Alors n'hésitez pas si vous trouvez que c'est un peu trop chaud, je pense qu'en easy ça doit être un peu plus accessible, si ça vous paraît un peu raide. Mais vraiment faites-le, visuellement c'est magnifique. Enfin la patte artistique est incroyable. La meilleure OST de 2024, voilà, c'est dit. Dieu sait que voilà, je vous ai mentionné des excellentes OST précédemment, mais celle-là pour moi c'est ma préférée de cette année. Vraiment, Meguro au top comme d'hab. Et voilà. Donc voilà, Métaphore et Fantasio, jeu de l'année, c'est dit. Une excellente année en termes de RPG, vraiment, il faisait bon vivre cette année quand on était fan de RPG. Évidemment, si c'est pas votre tasse de thé, je peux comprendre que du coup l'année vous a paru un peu moins excitante. Mais moi, de mon côté, je me suis régalé. Le jeu vidéo est un domaine vraiment d'une richesse. Ça fait plaisir à voir. Et puis en plus, le jeu Jap est au top. Cette année, là, il y a quasiment que du jeu Jap. Et on a même vu l'émergence. On a eu du jeu coréen avec Stellar Blade et du jeu chinois avec Wukong. Alors évidemment, le jeu chinois, ça fait longtemps qu'ils sont réveillés, mais c'est entre guillemets dans mon angle mort, vu que ça concerne surtout
des jeux sur mobile. Mais là, leur incursion dans le AAA était vraiment très réussie. Donc voilà, le jeu, l'Asie au top du game, ça fait plaisir. On verra bien ce que nous réserve 2025, probablement évidemment la Switch 2 que tout le monde attend, moi y compris. On espère qu'on va pas avoir, vu le nombre de leaks qui sont déjà disponibles, j'espère qu'ils vont pas complètement se faire ruiner l'effet de surprise et qu'ils vont pas trop tarder à l'annoncer. En tout cas, pour moi, c'était vraiment une excellente année, même via cette chaîne. C'était un vrai plaisir de vous faire des vidéos toute l'année. Il y a eu beaucoup de commentaires, en tout cas, j'essaye de répondre au maximum de commentaires possible. Je sais que je ne suis qu'une toute petite chaîne, mais même à mon petit niveau, c'était vraiment très plaisant de faire ces vidéos, d'interagir avec vous. J'espère pouvoir toujours continuer à vous faire des vidéos en 2025. Je ne sais pas j'ai très peu de vues en termes de temps que j'aurai disponible, etc. Mais sachez que si je peux, je le ferai parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Voilà, profitez de vos proches, profitez de vous reposer. Profitez de vous évader dans des paysages qui soient réels ou numériques. On a bien besoin de temps en temps dans ce monde parfois un peu déprimant de s'évader. Et c'est vrai que le jeu vidéo pour ça c'est assez incroyable. Merci encore. Si vous êtes encore là au bout d'une heure de vidéo, merci encore de votre patience. Je vous remercie pour votre temps. Je vous dis à très bientôt. Je ne pense pas faire de vidéo d'ici la fin de l'année. Donc dans le doute, je vous adresse déjà mes meilleurs vœux pour l'année prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!